Bonjour les bac pro Pravas du lycée de Pont-de-Beauvoisin. Donc aujourd'hui on va voir les lois de Kirchhoff qui concernent les intensités et les tensions dans un circuit électrique, que ce soit en courant continu ou en courant alternatif. Donc là je fais le zoom. Vous aurez la fiche 156 en votre possession, il faudra la compléter. Donc la première chose c'est sur la loi des courants, la loi des nœuds. Alors c'est quoi un nœud? On appelle un nœud un point de jonction entre au moins trois fils de connexion. Alors, je vous explique vite fait. On a des courants qui arrivent, là voilà. Donc voilà, là on a trois fils. Le nœud, il serait ici. Le nœud, il serait ici. Et il y a des courants qui vont circuler dans ce nœud. Donc on va dire qu'il y a un courant ici, I1, qui arrive au nœud. Un autre courant I2 qui repart du nœud. Et un autre là, I3, qui repart aussi. Donc que dit Kirchhoff? Kirchhoff il dit que la somme des courants qui arrivent est égale à la somme des courants qui repartent. Donc la somme des courants qui arrivent ici, on s'aperçoit qu'on a I1 qui arrive est égale à la somme des courants qui repartent. Donc I3 et I2 repartent. Donc ça nous fait I3 plus I2. On pourrait en rajouter d'autres. On pourrait dire tiens on a un circuit avec d'autres branches comme ça. Voilà. Donc ce courant là il arrive ici, on va l'appeler I4. Celui-là on va l'appeler I5. On pourrait faire voilà. Maintenant voilà, j'ai dessiné ces différents courants. On va écrire la loi de Kirchhoff sur ce nouveau nœud. Donc au départ on avait I1 est égal à I3 plus I2. Maintenant le nœud global avec les intensités que j'ai rajoutées, donc I4, I5 et I6. Toujours pareil. Donc là on va écrire que dans ce nœud, on peut l'appeler A, hein, par exemple. Au nœud A, on a quoi? La somme des courants qui arrivent. Qu'est-ce qui arrive? On a toujours I1 qui arrive. I2 part. I4 arrive. I5 part, puisqu'il va être dans ce sens-là. I3 part. I6 arrive. Est égal à la somme des courants qui repartent. Donc ce qui repartait, ben, c'est I2, puisque I1 est arrivé. Donc je tourne comme ça. I2, I5, il part bien, I3, et j'ai fait là j'ai la totalité des intensités. Alors c'est aussi la loi de conservation. Donc qu'est-ce qu'il dit? Ben, ça se conserve. Pourquoi? Ben, ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 courants, et on retrouve dans l'équation les 6 courants, 1, 2, 3, 4, 5, 6 courants. D'accord? Donc voilà. Une autre manière de dire les choses, c'est un peu plus mathématique. Il dit que, au lieu de dire la somme des courants qui arrivent est égale à la somme des courants qui repartent, on peut dire que la somme algébrique des courants dans un nœud est nulle. Alors ça veut dire quoi? Le mot algébrique, ça veut dire qu'on va leur donner du signe soit positif, soit négatif. Ben, par exemple ici, on pourrait dire qu'au nœud A, la somme algébrique est nulle. Donc tout ce qui arrive, on va le coter positivement. Donc comme d'habitude, ici, on va faire I1 plus I4 plus I6. Comme c'est une somme, on va faire plus. Plus quoi? Les courants qui repartent. Ouais, mais quand ils repartent, ils sont négatifs. Donc ça sera moins I2 plus moins I5 plus moins I3. Donc là, j'ai fait exprès de mettre des parenthèses et faire bien une somme de courants. Alors comme ils repartent, ils sont bien en moins. Bien évidemment, le plus, le moins, enfin maintenant j'ai oublié tout ça, c'est égal à 0. Excusez-moi, j'ai oublié de dire que c'était égal à 0. Donc maintenant, si je réécris mon équation, ça me fait I1 plus I4 plus I6 moins I2. Là, plus moins, ben, ça fait moins. Pareil, moins I5 moins I3 égale à 0. Ben, c'est la même équation qu'ici. Hein. Si vous regardez bien l'équation 1 que vous avez ici, est égale à l'équation 2. Ben, il suffit de balancer les
I2 de ce côté, I5 de ce côté et I3 de ce côté, ben, si on balance I2 de ce côté, ça nous fera un moins, et ainsi de suite. Et ça sera égal à 0. Voilà pour l'explication de la loi des nœuds. Donc la loi des nœuds, c'est la loi de conservation de la matière. Grosso modo, les électrons qui arrivent, ils disparaissent pas. Donc ils se partagent. Donc voilà. Donc on reprend la fiche 156. Donc voilà. Donc nous on l'a exprimé ici sous... Voilà, excusez-moi. Voilà. Donc ici vous avez la somme des courants arrivant au nœud est égale à la somme des courants qui en repartent. D'accord? Donc là je donne un petit exemple ici. Ici on a un circuit électrique. On a un générateur. D'accord? Le générateur qui est là. Ce générateur il va fournir un courant. Donc le courant ici total, c'est lui qui le fournit. Il s'appelle I. Arrivé à ce nœud 1 que vous voyez là, le nœud 1, ben, le courant se partage en I1, I2 et I3. Il se partage dans quoi? Ben, dans les récepteurs. Donc on a un générateur et un récepteur. Donc ce courant I1 va traverser le récepteur 1 par exemple ici. On va l'appeler R1. On pourrait l'appeler R1. Celui-là R2. Et celui-là R3. Donc ces courants-là, I1 traverse R1, I2 traverse R2 et I3 traverse R3. Ces courants se retrouvent ici, en sortie, ici, et là, on va retrouver le nœud B. Mais en sortant du nœud B, on a bien I1, I2, I3, et ici, on retrouve qui? Ben, on retrouve I. Donc ici, le courant qui arrive ici, je le redessine. Alors généralement, on n'alourdit pas, mais c'est pour l'explication, on retrouve I. Donc le générateur a fourni I, I a été dispatché, chaque récepteur a bossé avec, et on récupère I. Donc I est le courant du générateur, il a fourni ce courant, et il récupère le courant complet. Voilà. Donc ici, ben, d'après la loi de Kirchhoff, la première loi, on peut écrire que I égale à I1 plus I2 plus I3. Donc à ce nœud-là, ou à ce nœud-là, c'est la même chose. D'accord? Ensuite, on a un autre circuit ici, pour l'exemple. Pareil, on a un générateur. Alors là, je ne dessine pas les tensions exprès pour ne pas alourdir. Je m'intéresse qu'au courant. Donc le générateur fournit un courant I. Il est bien évident que ce courant I, il arrive ici. C'est le même exemple qu'ici. On a un nœud ici qu'on peut rappeler le nœud A, d'après l'équation qui est ici. Celui-là, on va l'appeler le nœud B. Celui-là, alors celui qui est ici, le nœud C. D'accord? Et puis là, on pourra appeler le nœud D1. On n'a pas écrit l'équation dessus, mais on pourrait écrire le nœud D. Alors, le courant arrive ici, et arrive à ce nœud A, il se partage en I1, I2, I3. Attention, I1, I2, I3 peuvent être différents. On peut, voilà. Ces I1, I2, I3 se retrouvent ici en nœud B. On a I4. I4, si on regarde bien, ça va rien d'autre, ça sera égal à I, puisque c'est le courant I qu'on retrouve. Ce courant I4, qui est égal à I, il arrive au nœud C, il va se repartager en I5, I6 et I7. Attention, I1, I2, I3, I5, I6 et I7 peuvent être complètement différents. D'accord? On ne peut pas dire que I1 égale à I5 et ainsi de suite. Ça va dépendre de la valeur des résistors. Donc la valeur des résistances des résistors ou des impédances des résistors. D'accord? Voilà. Alors, ici, donc, si on écrit nos lois au nœud A, eh bien, I est égal à I1 plus I2 plus I3. Au nœud B, ben, I1 plus I2 plus I3 égale I4. Et au nœud C, I4 il arrive, I4 arrive, est égal au courant qui repart, I5, I6, I5 plus I6 plus I7. Et là, je n'ai pas écrit au nœud D, mais au nœud D, qu'est-ce qu'on a? On a, excusez-moi, je vais l'écrire là, on a au nœud D, on a I5 plus I6 plus I7, égale quoi? Qui c'est qui rentre au bercail? Eh bien, c'est I. Ok.
Voilà pour la loi des nœuds. Donc si on fait un résumé, la loi des nœuds, c'est la loi de conservation de la matière. Elle n'intéresse que les courants électriques. Alors les courants électriques, ça se mesure en ampères. D'accord? Alors ça se mesure avec quoi? Avec un ampère-mètre ou avec une pince ampère-métrique. Donc nous, dans le technique, l'ampère-mètre, on ne l'utilise pas parce qu'il faut couper le circuit pour l'intégrer pour faire la mesure. Tandis qu'une pince ampère-métrique, on a l'avantage de ne pas couper le circuit. C'est donc quand on fera des mesures, on les fera avec les pinces ampère-métriques. Donc maintenant, on passe à la deuxième loi de Kirchhoff. Alors la deuxième loi de Kirchhoff, c'est quoi? Elle parle des tensions. D'accord? Donc les tensions, définition de la tension. La tension, c'est une différence de pression électrique. Et une différence, ça se mesure toujours entre deux points. D'accord? Donc ici, on a un exemple. On a le point A ici et le point B là. Alors, on n'a pas dessiné le circuit, c'est juste pour donner la définition. Donc, le nœud A et le nœud B. Alors, le point A, excusez-moi, le point A et le point B. Le point A, ça, c'est un fil électrique. Donc, A, il est partout. C'est le même point. Donc, un fil, quand on a un bout de fil, c'est le même partout. Parce qu'un fil ne crée pas de chute de potentiel. Donc on va voir un petit peu dans le circuit plus bas à quoi ça correspond. Donc la différence de potentiel, c'est UAB. Donc UAB, excusez-moi, voilà. UAB, c'est la différence de potentiel entre le point A et le point B. Le potentiel le plus haut moins le potentiel le plus bas. Les physiciens, eux, ils ont une autre notation, c'est-à-dire que quand ils marquent UAB, A pour eux, c'est pas là où il y a la flèche. Pour eux, c'est l'origine. Mais ça ne change rien. C'est la même chose au niveau des calculs. Donc nous, on a pris cette notation, nous les électriciens, les techniciens en électro, on a pris la notation UAB en mettant bien A là où il y a la flèche et B l'origine. Donc la tension entre deux points A et B est notée UAB. UA est le potentiel au point A et puis UB le potentiel au point B. Alors on les appelle UA, VB, enfin on verra qu'on peut leur donner des noms complètement différents. Maintenant on va faire un petit exemple. Donc Kirchhoff il dit quoi? Il va y avoir des tensions. Donc première chose on va définir nos points. Donc ici on a ici un fil électrique. Donc tout ce fil électrique qui part du générateur à ce récepteur que je vais appeler 1, celui-là je vais l'appeler 2, celui-là je vais l'appeler 3, et celui-là je vais l'appeler 4. Ce sont des récepteurs, ici tel que c'est là, on considère que ce sont des résistances. Alors les points, il faut que je cherche mes points. Donc ici on a un fil, je vais appeler ce point A. Tout ça là, ça sera A. Ensuite, on va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc là, alors pourquoi je fais ça? Parce que le courant va sortir de là, il va passer par là, il va arriver ici. Là, on a un nœud. Ce courant, il va se partager comment on appelle ça, dans la résistance R2 et dans la résistance R4. Donc voilà, le courant qui passe dans la résistance R4 sera le même qui va passer dans la résistance R3. Et on remonte ici. Là, on retrouve ce nœud-là. C'est son complément, c'est le même nœud. Donc ici, le courant du générateur est arrivé, et là il se retrouve, et le courant du générateur qui est parti ici va être récupéré ici, sur cette branche-là. Donc on en était à noter les points du circuit, on a dit qu'on avait A, donc là c'est un fil, tout ça c'est le même fil, attention, notez bien que dès que je passe un récepteur ou autre chose, je change de point. Donc là c'est le même point, donc ce point-là je vais l'appeler B. B, c'est tout ça, ce fil-là. Donc celui-là, je vais l'appeler C, tout ce fil-là. Et puis le dernier, le voilà, tout ça, c'est D, le point D. Attention, j'ai parlé de points, j'ai pas parlé de nœuds. Là, on parle des lois des tensions. Alors, maintenant, je vais tracer mes tensions. Pour tracer mes tensions, on a la convention récepteur et la convention générateur. Alors, je vais dessiner, je sais que le générateur ici, il fournit une tension. Donc sa tension ici, elle sera
dans ce sens-là. D'accord? Je vais l'appeler U générateur. Voilà. Ensuite, les récepteurs. Le courant, il arrive par là. Il descend. Donc s'il arrive par là, alors je vais dessiner le courant, je vais le dessiner en vert. J'espère pas trop alourdir là. Alors ici, ça sera mon courant qui va sortir. Je vais l'appeler IG. Ce courant IG, il arrive ici, il traverse le récepteur 1, il arrive ici. Là, il y a un nœud pour le courant, j'ai bien dit pour le courant. Ce courant IG va se partager en deux. Donc il y en a un qui va remonter par là, que je vais appeler I2, hein, pour faire simple. Celui qui est là, ben, je vais l'appeler, il est passé dans 4 en premier, ben, je vais l'appeler I4. D'accord? Donc le courant I4, c'est celui, il s'est partagé ici, il est passé par là, il revient ici. Et là, on a un nœud au sens de Kirchhoff, donc la première loi. Parce qu'il y a un croisement de fil. Et pour nous, pour Kirchhoff, quand on a ici, ça c'est un point au niveau des tensions. C'est le même potentiel partout. Si je mets ici un potentiel 0, j'ai le potentiel 0 partout ici. D'accord? Donc ici, on avait un point. Ce courant I4, il arrive ici. Il va passer par là. Le courant I2, il se retrouve. Et donc ici, dans ce nœud-là, on va retrouver I2 et I4. Mais I2 et I4, c'est rien d'autre que IG. Donc IG se retrouve ici. Donc le générateur fournit un courant total, le courant du générateur, et bien évidemment il le récupère. Maintenant on va tracer les tensions. Donc d'après la convention générateur, la tension du générateur et le courant du générateur sont dans le même sens. Donc vous voyez ici on est dans le même sens. Pour le récepteur, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le courant qui traverse un récepteur est dans le sens opposé de la tension de ce récepteur. Donc le courant il arrive ici et rentre, il descend. Donc la tension ici elle sera dans ce sens-là. Je vais l'appeler U1. Donc voilà le courant qui arrive ici. Donc le courant I4 il traverse dans ce sens-là. Donc ici j'aurai U4. Notez qu'ici je mets bien mes flèches en face du point C et là en face du point B. D'accord? Le courant il passe ici, donc là j'aurai mon U2. Donc le courant qui monte et la tension qui va dans le sens inverse parce qu'on est dans la convention récepteur. Et ben là c'est la même chose. Donc ici on aura U3. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on écrit? Kirchhoff il a dit pour les tensions, nous on verra qu'on a soit la maille, soit la branche. Je referai un petit cours sur la branche. Je vais juste m'intéresser à la maille. Alors, on va me dire à quoi ça sert la maille et la branche. Ben, ce sont des techniques de dépannage. Donc on verra que quand on aura une panne, alors généralement les pannes c'est 80% des pannes, ce sont des ruptures de potentiel. Donc soit on les choque par la technique de la maille, on verra à l'atelier à quoi ça correspond, soit avec la technique de la branche. Donc voilà. Donc une maille, d'après Kirchhoff, c'est un circuit qui est fermé. Fermé, ça veut dire quoi? Ben, que je pars d'un point, n'importe lequel. Ici, c'est un petit peu alourdi, mais j'ai 1, 2, 3, 4 points. D'accord? Je peux partir de n'importe quel point. J'ai bien dit n'importe lequel. Supposons qu'on parte du point A. Ben, si je pars du point A, je fais un parcours et je dois revenir au point A. Donc ici, la première maille, si je fais A, ouais, ça sera super bien écrit. Alors, excusez-moi, A. Je parcours dans le sens que je veux là, dans le sens inverse des aiguilles de montre, ou ça m'est égal, hein, ou dans le sens des aiguilles de montre. Donc A, je descends, j'arrive en B, toc, 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 et je remonte. Je peux remonter par là. Donc j'arrive en B, et je reviens en A. Voilà, c'est A, B, D, A. Donc je suis parti de A et je suis revenu en A. Donc ma maille, elle est fermée. D'accord? Donc A, B, D, A. D, c'est tout ça. Le point D, au sens de la tension, c'est tout ce fil-là.
Est-ce qu'il y a une deuxième maille? Bah ouais, on peut partir de là où on veut, d'où on veut. On peut toujours repartir de A pour faire simple. Hein, donc A, B. Ah, j'ai tourné comme ça. Bon, la dernière maille, on tournera dans le sens inverse. A, B. Alors, si je fais D, je suis déjà passé par là, ça ne m'intéresse pas, je vais faire C. A, B, C, D. Il faut que je revienne au point de départ. Si je reviens sur B, c'est stupide, parce que je reviens sur mes pas. C'est pas bon. Donc je reviens ici en A. A, B, C, D, A. A, B, C, D, A. Donc j'ai fermé. Donc tout circuit fermé est une maille. Donc c'est ça une maille. Il faut que ça soit un circuit fermé. On peut en écrire une autre, autant qu'on veut. Hein. Après, l'important c'est de choisir les bonnes mailles quand on fera les calculs. D'accord? Donc ici, on va prendre cette maille là par exemple. C'est bien un circuit fermé. Donc allez, on va partir de D. Je vais tourner dans le sens inverse. D, C, B, D. Donc à quoi je vois que c'est fermé? À chaque fois je pars d'un point et je reviens au même point. On est d'accord? C'est très important ça. La loi des mailles, qu'est-ce qu'il dit? Kirchhoff, il dit que la somme algébrique des tensions rencontrées en parcourant une maille est nulle. Bon, je vais vous expliquer. Nous, c'est comme une balade. On est parti du point A et on est revenu au point A. D'accord? Donc voilà. On est parti du point A et on est revenu au point A. Là voilà. A, B, D, A. Alors, on avait vu tout à l'heure que le point A, ici, c'est ce fil-là. Le point B, c'est ce fil-là, et ainsi de suite. Je parle de fil. Alors, par définition, pour nous, au départ, un fil électrique, quand on a un fil électrique, qu'on pose un point A ici, et qu'on y affecte un potentiel VA, il s'avère que le potentiel VA, il est partout le même. Donc ici, on aura toujours le potentiel VA. Supposons que je mette 10 volts ici, donc ici, j'aurai 10 volts jusqu'ici. Donc conclusion, si ça c'est un fil, la chute de tension, la tension, chute de tension, ou la différence de potentiel ici, ça va être U, A, A. Mais U A A, c'est égal à quoi? 10 moins 10 est égal à 0. Donc, 0 volts. Un fil, pour nous, s'il n'est pas trop long, j'ai bien dit s'il n'est pas trop long, on verra que quand ils ont des longueurs très importantes, on est obligé de prendre en compte ça. S'il n'est pas trop long, un fil ne crée pas de chute de potentiel. Pourquoi? Un fil, U égale RI, je réutilise la loi d'Ohm ici, U égale RI. Un fil, sa résistance, elle est nulle. Donc 0 fois, vous faites passer le courant que vous voulez ici, excusez-moi, fois 100 ampères par exemple, et bien ça fera 0 volts. Ok? Donc un fil ne crée pas de chute de tension parce que sa résistance est nulle. Donc on revient ici. Donc nous on a notre truc. Donc si je fais ma balade, voilà. Hop, 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 voilà. Si je fais ma balade, je vais prendre la première maille. Je suis parti de A et je reviens en A. Donc VA moins VA égale 0. Donc c'est ce qu'il dit. Elle est nulle. Donc 0 égale. Et là je tourne. Alors je tourne comme vous voulez. Donc ici on va faire A, B, D, A. Donc toutes les tensions qui sont dans le sens, j'ai bien dit les tensions, pas les courants, hein, toutes les tensions que je vais rencontrer le long de mon chemin, de ma première maille, qui sont dans le sens inverse, je les compte négativement, et toutes celles qui vont dans le sens où je me balade, je vais les compter positivement. Donc je pars du point A et je vois U1 comme tension. Et je vois que moins je descends et U1 remonte. Conclusion, ça sera moins U1. J'arrive en B. Je continue, je remonte. Parce que c'est U, B, D, A. Donc de B, je vais aller en D. De B à D, je rencontre U2. Donc de B en D, je rencontre U2. Ouais, mais il est dans le sens inverse. Ça sera moins U2. J'arrive en D et je dois retourner en A. Si je fais A, UG dans le même sens. Donc ça sera plus. Voilà.
Donc la somme algébrique des tensions rencontrées en parcourant une maille est nulle. Donc 0 égale moins U1, moins U2, moins UG. Alors pourquoi ça fait 0? Parce que je pars du point A et je reviens au point A. Donc la différence de potentiel, elle est nulle. D'accord? Maintenant on peut écrire sur l'autre... voilà. On va écrire ici sur cette maille-là. Donc du point A, je reviens au point A, mais j'ai une maille un peu plus grande. Donc je sais que comme je reviens au même point, la différence de potentiel sera nulle. 0 égale moins... tiens, on va s'amuser à le prendre dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, au lieu de faire U, B, C, D, A, je vais faire A, D, B, C, A, D, C, B, A. Donc je pars de A, je vais en D. Donc de A en D, je rencontre UG, mais il n'est pas dans le sens. Je vais tourner dans ce sens-là. Donc je rencontre moins UG, plus U3, moins UG de là à là. J'arrive ici au point D, je veux descendre, je rencontre plus U3 parce qu'il est dans le même sens que moi. D'accord? Ah, je suis au point C, je dois aller au point... je suis au point D, je suis passé au point... Je dois aller au point D, ici. Ça y est, c'est fait, excusez-moi. Je dois aller maintenant au point B, donc je suis ici. De là à là, j'ai eu 4. Donc j'ai bien plus U4. Je reviens ici, plus U1. Donc A, D, C, B, A, D, C, B, A. Si je fais, j'ai bien moins UG, moins U3, excusez-moi, moins UG, plus U3, plus U4, plus U1. Maintenant, si je tourne de l'autre côté, qu'est-ce que je vais? Ben, la même chose. Vous allez me dire, attendez, mais avec des signes différents. Mais l'équation sera identique. Regardez, je vais faire moins U1, moins U1, moins U4, moins U3, plus UG. Cette équation-là et celle-là, ce sont les mêmes. Alors, vous allez me dire comment on fait? Ben, si vous prenez UG ici, que vous le balancez de l'autre côté, ça vous donne quoi ici? Ben, que UG égale U3 plus U4 plus U1. Maintenant, si vous faites la même chose ici, si vous prenez tous ceux qui sont en signe négatif et vous les balancez de l'autre côté, ça vous fait plus U1 plus U4 plus U3 égale UG. Donc ces deux équations sont identiques. Voilà. Donc voilà la seconde loi de Kirchhoff. Donc pour faire un résumé, Kirchhoff s'intéresse d'abord au courant. D'accord? Donc les courants, on parle de nœuds. Et ensuite, des tensions. Les tensions, il faut faire des mailles. On verra plus tard, je vous ferai une autre vidéo sur la maille et la branche, la différence fondamentale entre la maille et la branche. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que quand on va dépanner, on utilisera la technique de la maille ou la technique de la branche suivant le type de panne. Voilà. Je vous remercie.